Bonjour à tous, bonjour Olivier Dussopt, merci d'avoir accepté notre invitation. Député de l'Ardèche évidemment, secrétaire général exécutif de Renaissance, ça c'est nouveau, assez récent en tout cas, on en parlera évidemment, et bien sûr ancien ministre du Travail. Avant de commencer, de passer la parole à Chantal Didier pour une première question, juste quelques mots pour vous rappeler que nous sommes retransmis en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale, et qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP par notre ami Stanislas Noyer. Et donc, une première question avec Chantal tout de suite pour lancer la rencontre. Bonjour, Monsieur Dussopt. Oui, bon, là, 6 ans de gouvernement et vous vous retrouvez sur les bancs, je dirais pas entre les colonnes, mais sur les bancs. Est-ce que c'est facile, comme ça, de changer de point de vue et d'être dans une assemblée un peu compliquée, puisque cette majorité relative complique la tâche des membres de la majorité, enfin, minorité-majorité, et du gouvernement. Comment vous ressentez ce retour D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un retour, effectivement, et j'ai un peu l'impression de revenir à la maison, en réalité, puisque j'ai eu la chance de siéger ici dès 2007, dans un premier mandat, puis d'être élu en 2012, en 2017 et en 2022. Donc je fais partie non pas des meubles, mais des députés, presque des vieilles choses de l'Assemblée, parce que dans un 4e mandat et sur les bons. Je n'ai jamais quitté l'Assemblée, je l'ai vu évoluer. En 2007, j'étais dans l'opposition, en 2012 dans la majorité, et c'est une période que j'ai adorée parce que j'étais rapporteur de très nombreux textes, notamment sur les collectivités locales. Et puis je suis rentré au gouvernement en 2017, et avec d'abord une première évolution, puisque l'Assemblée est tellement renouvelée en 2017 que les choses changent, et puis une deuxième évolution en 2022, avec une majorité relative. Je n'ai pas le sentiment de découvrir quelque chose de bizarre. Il se trouve que les portefeuilles dont j'ai eu la charge, que ce soit la fonction publique avec la réforme de 2019, au budget avec des années Covid et post-Covid, marquées par un nombre de PLFR quasi trimestriels, et puis le travail avec la réforme de l'assurance chômage, les retraites, France Travail en fin d'année 2023, j'ai passé beaucoup de temps au banc. Et donc je n'ai pas vraiment l'impression de revenir, je suis 2 rangs derrière par rapport à celui que j'occupais habituellement. Oui, c'est vrai, à côté de l'ancienne Premier ministre d'ailleurs. Devant Elisabeth, à côté d'Éric Woerth, avec qui j'ai sympathisé quand j'étais ministre du budget. Donc c'est une nouvelle aventure. Et puis je découvre une nouvelle commission à la Défense, puisque j'avais siégé 10 ans à la commission des lois, j'ai beaucoup fréquenté la commission des finances et celle des affaires sociales pendant mes 6 années gouvernementales. Et je découvre de nouveaux sujets à la Défense que j'avais entreaperçus au budget, mais qui me passionnent. Donc voilà, c'est un retour aux sources. Vous avez vécu et parfois même subi cette assemblée en tant que ministre. Comment est-ce que vous la percevez en tant que député, cette majorité donc relative Est-ce que ça donne... Alors, c'est pas toujours simple, hein, y compris en période de majorité absolue. On se souvient sous François Hollande des frondeurs. Mais cette majorité relative, finalement, est-ce que ça donne plus de poids, peut-être en réalité, plus de responsabilité aux députés de cette majorité? Est-ce que ça leur permet, votre point de vue d'ancien ministre est intéressant de ce point de vue-là aussi, de se faire davantage entendre de l'exécutif, de peser davantage? Oui, parce que les voix sont toutes particulièrement nécessaires. Ça donne du pouvoir à toute l'Assemblée en réalité. Et je devrais dire à tous ceux qui souhaitent avoir plus de poids à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes dans une situation de majorité relative, comme c'est le cas, ça veut dire que le gouvernement, évidemment, doit composer de manière plus régulière, plus approfondie avec le Parlement et avec l'Assemblée en particulier, pas seulement, avec le Sénat aussi. La réforme des retraites, j'ai beaucoup travaillé avec les sénateurs, avec les présidents de groupe au Sénat, ce qui a permis aussi d'adopter un texte, de l'enrichir, de faire adopter les amendements que je souhaitais voir adoptés ici, qui n'avaient pas été, faute de débat, et qui ont tous été adoptés au Sénat grâce au soutien des présidents de groupe de la majorité sénatoriale. Donc ça oblige à ces allers-retours. Mais le poids en tout cas, le poids nouveau des parlementaires, il ne profite qu'à ceux qui veulent en profiter. C'est-à-dire que si vous êtes dans une logique d'opposition systématique, vous suivez mon regard, consistant à vouloir simplement bloquer et simplement critiquer, vous n'avez pas plus de poids qu'avant. Si vous êtes dans une logique qui consiste à dire j'ai l'occasion de pouvoir faire passer des dispositions
en contrepartie d'un soutien, d'un accompagnement et d'un esprit constructif sur un texte, vous le faites. Et vous pouvez faire avancer des sujets qui vous sont chers dans la majorité et chez ceux des opposants qui, tout en gardant ce statut d'opposant, peuvent aussi bénéficier de cela. Il faut le vouloir. Au sein de la majorité, les relations, comment est-ce que vous les percevez entre le groupe Renaissance, le groupe démocrate, le groupe Horizon? On perçoit quelques tensions, quelques différences au fil de l'avancée du quinquennat. C'est la vie de famille, ça. Donc, voilà, c'est la vie de famille. Il y a des épiphénomènes, on les a tous vus dans la presse. Ça relève de l'épiphénomène et c'est normal que chacun défende son intérêt, que chacun fasse valoir ses positions. Fasse valoir ou défendre des positions acquises et acquises avec un équilibre qui est numérique en fait sur l'obtention de telle ou telle responsabilité. Mais au-delà de cela, ce que je vois, alors j'ai peu de recul comme parlementaire, mais ce que j'ai vu depuis 2022, c'est une majorité totalement unie. Les textes que j'ai portés, que ce soit la contracyclicité sur l'assurance chômage, les retraites, le projet de loi France Travail RSA, n'étaient pas les textes les plus simples. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'a jamais manqué une seule voix de la majorité. C'est la démonstration qu'il y a des épiphénomènes et puis il y a une unité qui est très solide. Oui, des députés qui changent de groupe au sein de la majorité, c'est loyal ou c'est normal? Ça, c'est à eux de répondre à cette question-là. Ça fait partie de la vie et ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas quitté la majorité. Vous évoquiez il y a quelques instants vos anciennes fonctions au compte public. C'est un sujet qui fait la une de l'actualité depuis déjà quelques jours et qui va sans doute continuer à la faire. Il y a eu une réunion, alors je ne sais pas si vous parlez de réunion de crise, hier soir à l'Élysée, autour du président et de responsables de la majorité et des partis de la majorité. Donc des déficits plus importants que ce qui était prévu. Thomas Cazenave l'a confirmé ce matin, une croissance moins importante que ce qui était prévu. Est-ce que c'est le retour de bâton, du quoi qu'il en coûte, ou en tout cas, est-ce que l'heure est venue de prendre à bras le corps ce sujet des déficits, de la dette, des comptes publics? La période du quoi qu'il en coûte et de la réponse au Covid, elle nous laisse deux héritages. Un héritage positif et un héritage plus difficile. Je refuse à dire négatif pour la première raison. Positif dans la mesure où nous sommes le pays qui a traversé cette crise du Covid avec le moins de dégâts économiques. J'étais à Bercy à ce moment-là, tout le monde anticipait entre 700 000 et 1 million de suppression d'emplois. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions mis en place des dispositifs aussi puissants de chômage partiel, de prise en charge, de prolongation des droits. Et à la fin, on perd quelques emplois en 2020, mais on en crée tellement en 2021 que le bilan est très positif sur toute cette période-là. Les entreprises n'ont pas disparu, l'activité s'est maintenue, et nous n'avons pas connu l'effet anti-démarrage de 2010, c'est-à-dire que lorsque la croissance est revenue, nos entreprises sont reparties tout de suite, puisque les compétences étaient restées dans l'entreprise, avaient même envie plutôt de revenir le plus vite possible, alors qu'en 2010, lorsque l'activité est repartie, les dégâts des plans sociaux des années liés à la crise financière ont empêché les entreprises de saisir les opportunités de croissance. Donc, on est reparti, bien reparti, et d'ailleurs, ça a des effets, y compris dans le temps, puisqu'en 2023, nous sommes, parmi les grandes économies européennes, une des seules à n'avoir connu aucune récession. Nous avons une croissance en 2023 qui doit être autour de 0,9%, alors que nos voisins connaissaient des récessions. Donc ça, c'est très positif, et nous avons, je crois, bien répondu. Ça a un coût, et ça a une conséquence plus difficile à subir, qui est que ça s'est aussi traduit par un alourdissement de la dette. Mais un alourdissement de la dette sur lequel il y a moyen de relativiser, et je pense que c'est très important de relativiser dans la période que nous vivons, dans la mesure où cet alourdissement de la dette, c'est d'une part effectué dans une période où les taux d'emprunt, les taux d'intérêt, étaient extrêmement bas, voire négatifs. J'ai en tête avoir validé des emprunts de plusieurs milliards d'euros avec des taux de moins 0,1, moins 0,2%, ce qui paraît presque inédit ou incroyable, mais il y a des techniques financières pour cela, et avoir connu par exemple l'année 2021 avec, sur toute l'année 2021, un taux moyen à 10 ans égal à 0. Et donc on a une dette qui a été importante, mais qui n'est pas chère d'une certaine manière, et surtout, c'est pour ça que je dis qu'il faut insister dans cette période, une dette qui a été extrêmement garantie par la Banque centrale, avec des systèmes de reprise et de consolidation. Si on avait dit il y a 7 ans maintenant que parmi le bilan d'Emmanuel Macron, il y aurait cette intervention aussi forte de la Commission et du Parlement sur le plan de relance, des institutions monétaires sur la garantie de la dette, et même la possibilité pour financer le plan de relance d'avoir une dette communautaire alors que c'était un chiffon rouge, une ligne rouge absolue,
personne ne l'aurait cru, on l'a fait. Et l'ancien membre du Parti socialiste que je suis se souvient que c'était une attente très forte dans les textes sur la question européenne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous payons ? Nous ne payons pas le Covid à mon sens, nous ne payons pas le quoi qu'il en coûte, nous payons plutôt le fait que nous avons d'une part structurellement des dépenses publiques qui sont très importantes. On pourrait y revenir très longtemps, ce n'est pas forcément le lieu sur les causes de ce niveau de dépenses publiques et toutes ces décisions collectives de socialisation de dépenses, pas de nationalisation, mais vraiment de socialisation et de faire porter des dépenses privées plutôt sur le contribuable plutôt que sur l'usager. Ça, nous avons un énorme niveau de dépenses publiques. Nous avons une production par habitant qui est moins importante que la moyenne des grands pays européens, et donc ça nous pose un problème de recettes face à un niveau de dépenses qui est important. Et nous sommes dans une période où l'inflation, la remontée des taux et la stagnation de l'activité économique, pour des raisons qu'on connaît tous, qui sont essentiellement géopolitiques, mais qui sont là, se traduisent par une difficulté. Et la difficulté que connaît le gouvernement aujourd'hui, et qu'on connaît avec la majorité, c'est d'une part que la prévision de croissance pour 2024 est revue à la baisse. Lorsque vous révisez la croissance à la baisse d'un dixième de point, en termes de recettes publiques, tout confondu, État, collectivités locales, administration de sécurité sociale, vous perdez 1,2 milliard à 1,4 milliard, ce qui n'est pas négligeable. Et là, on a révisé de 0,6 points. Et en plus, la stagnation de l'activité économique, parce que la croissance de 2023 elle est sur le premier semestre et c'est flat au deuxième semestre, fait qu'il y a une moins-value, en tout cas une moindre réalisation en matière de recettes fiscales. Les recettes fiscales de 2023 sont en augmentation par rapport à 2022, mais de manière moins importante que prévu. Sur l'impôt sur le revenu, je pense, je précise que c'est une idée que je n'ai pas encore totalement vérifiée, que c'est lié au fait qu'il n'y a pas eu de création d'emplois nette au deuxième semestre alors qu'il y en avait au premier. Et quand vous avez moins de création d'emplois, vous avez moins de ménages qui rentrent dans les barèmes d'imposition aux revenus. Il y a une moins-value en matière de TVA. Il faut regarder quels sont les secteurs, mais ça peut être, là aussi c'est une hypothèse, le secteur du logement, dont on sait la difficulté. Et puis il y a une moins-value a priori en matière de CVAE. Et la CVAE est un impôt qui est payé par acompte. Les chefs d'entreprise peuvent moduler les acomptes en fonction de leurs besoins de trésorerie ou de leur capacité de trésorerie. Et généralement, quand ils le modulent à la baisse, c'est plutôt le signe d'anticipation négative. Et donc, lorsque vous perdez des recettes en 2023 et que vous avez une révision de croissance à la baisse en 2024, il y a un double effet, puisque la prévision de recettes pour 2024, dans la loi de finances initiale, c'est les recettes de 2023 prévisionnelles multipliées globalement par le taux de croissance. Lorsque vos recettes prévisionnelles de 2023 s'avèrent moins importantes et que votre taux de croissance est un peu moins important, ça veut dire que vous touchez aux deux termes de la multiplication, ce qui explique le différentiel. Alors, pour répondre à cette situation que vous décrivez, est-ce qu'il faut faire des réformes, accélérer les réformes, ou est-ce qu'au contraire ça gèle les réformes ? Comment est-ce que vous comprenez de ce point de vue-là la phrase de Bruno Le Maire qui dit qu'il faut passer d'un État providence à un État protecteur ? Vous qui êtes par ailleurs, au-delà des fonctions que j'ai citées tout à l'heure, le président de Territoire de Progrès, qui est présenté comme l'aile gauche en quelque sorte de la majorité, comment est-ce que vous comprenez ces propos du ministre de l'économie et des finances ? D'abord, je ne fais pas l'exégèse des uns et des autres, donc, il n'y a pas de LV1 ou de LV2 avec le vocabulaire de chacun des ministres ou des anciens collègues. Mais on a une nécessité qui est de continuer à réformer et des réformes qui rapportent. La réforme des retraites que j'ai portée, c'est entre 16 et 17 milliards de recettes publiques complémentaires à horizon 2030. Donc il faut faire des réformes structurelles. Ça, c'est une évidence. Il faut continuer à investir, parce que je le disais tout à l'heure, on a un niveau de production par habitant qui est moins important que la moyenne. Si on arrive à faire monter le niveau de production, et ça passe tant par de la formation que de la recherche de productivité, on aura plus de recettes. Et puis, il faut apporter des réponses urgentes. Et les réponses urgentes, ce sont les réponses qu'a apporté le gouvernement. C'est toujours difficile parce qu'on a le sentiment qu'on arrache le bras de quelqu'un quand on fait un plan d'économie. On reste avec un niveau de dépenses publiques qui est absolument incroyable. Donc, il faut faire attention. Et l'État protecteur, c'est certainement une façon pour Bruno de dire que dans le total des dépenses sociales, qui sont évidemment très importantes en France, il faut savoir rationaliser, il faut savoir aller au bout de la mise en place des droits qui sont votés et qui sont créés avant de créer encore de nouveaux droits qui, par définition, sont des coûts supplémentaires dans un moment où, économiquement, démographiquement, le financement de notre modèle de protection sociale et donc des dépenses publiques en général devient de plus en plus difficile et a plutôt vocation, ça c'est la question démographique, à devenir plus difficile dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Gilles ?
À propos donc de cette situation économique, puisque vous incarnez d'une certaine façon effectivement cette aile gauche de la majorité, est-ce que la question de l'imposition, des impôts, est-ce que pour vous c'est une question de toute façon taboue, ou est-ce que vous estimez que cette question mérite peut-être de revenir au premier plan, vu la brutalité, la progression de la dette et des déficits qui n'étaient pas tout à fait celle qui était prévue au départ? Moi, je pense qu'on a une ligne politique depuis 2017 qui est payante en matière économique, qui est la baisse du niveau des prélèvements obligatoires. Et malgré cette baisse, on a le niveau de prélèvement le plus important. Et on voit bien qu'avec le niveau de prélèvement le plus important, on n'a pas résolu nos problèmes de finances publiques. Donc, n'envoyons pas de signaux contradictoires. Il y a des débats qui reviennent de toute façon, y compris des débats très symboliques sur l'imposition des plus riches, des plus fortunés. Mais dès lors qu'on rentre dans le symbole en matière de fiscalité, généralement, ça se termine assez mal. Donc continuons autant que possible à rendre du pouvoir d'achat aux Français par la fiscalité des classes moyennes et des classes populaires, et continuons à mener une politique de compétitivité. Les 1 900 000 emplois qui ont été créés depuis 2017, on les doit aussi au fait que la compétitivité a été rétablie. Et je pense, compris quand on est de gauche, que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est de permettre l'accès au travail, à l'activité, à un revenu correct, et que ça passe aussi par cette politique de l'offre. Stanislas Noyer, lettre de l'expansion. Vous avez évoqué le fait que vous aviez fait une réforme contracyclique sur l'assurance chômage. Maintenant, il semble qu'il y ait plutôt un regain du chômage. Or, ce qui est annoncé comme mesure, c'est plutôt à nouveau procyclique, c'est-à-dire de nouvelles restrictions de dépenses. Donc c'est un peu contraire à ce que vous aviez annoncé à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez ? La réforme de décembre 2022, c'est une réforme qui en réalité est très simple. Elle a des dispositions périphériques. Le fait de considérer, de présumer l'abandon de poste comme une forme de démission pour empêcher l'accès direct à l'indemnisation dans le cas des abandons de poste qui avaient explosé, le refus de 2 CDI dans une même année civile aux mêmes conditions, etc. Mais le cœur de la réforme, c'est la contracyclicité, mais en réalité, plus que la contracyclicité, parce que la contracyclicité, c'est un décret, c'est plus que la loi. La loi, c'est fondamentalement borné à modifier un article du Code du travail. Cet article du Code du travail disait que la durée d'indemnisation pouvait être modulée entre les individus en fonction de leur niveau de formation et de leur âge, et nous avons ajouté un critère plus collectif de modulation de la durée maximum d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique, d'où le caractère contracyclique. Ça se met en place, et il y a une mise en place de cela. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de nouveau ? Soit on considère qu'on met en place de nouveaux paliers de contracyclicité, c'est-à-dire que si le chômage franchit un nouveau seuil à la baisse, on durcit les conditions et donc on diminue la durée d'indemnisation pour avoir quelque chose de plus progressif. Soit on souhaite aller plus loin et baisser la durée d'indemnisation, quelles que soient les conditions économiques que l'on connaît, mais ça doit passer par une nouvelle négociation. Parce que tous ces sujets-là, notamment sur l'indemnisation, c'est les sujets qui relèvent du L1 en matière de code du travail et dans le cadre d'une aide de cadrage adressée par le gouvernement. Donc toute nouvelle réforme est conditionnée d'une certaine manière à une nouvelle négociation et une nouvelle aide de cadrage. Donc faisons les choses dans le temps. Et peut-être qu'on a une priorité, ou en tout cas une réforme plus urgente ou plus structurelle à faire, qui est celle de la gouvernance de l'assurance chômage. Donc, quand j'ai été nommé en 2022, tous les partenaires sociaux souhaitaient une réforme de la gouvernance. Mais à chaque fois qu'on s'apprête à la lancer, ça devient moins urgent. C'est un sujet compliqué. Et en fait, c'est un sujet qui s'impose parce que la nature des recettes du système d'indemnisation chômage a profondément changé. Et la dernière étape a été celle de 2018, lorsque nous avons supprimé les cotisations salariales au titre de l'assurance chômage pour remplacer cette recette de l'UNEDIC par une fraction de la CSG. En réalité, nous avons substitué de la fiscalité à une recette de cotisation sociale. Et lorsque vous avez un système qui se dit, parce que c'est la loi qui le dit, totalement paritaire en termes de gestion, mais qu'une part toujours croissante de ces recettes sont des recettes de fiscalité, ça pose la question de l'État et de la place de l'État. Et aujourd'hui, en matière d'assurance chômage, l'État, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Les partenaires sociaux négocient, l'État n'est pas à la table des négociations, mais l'État a déjà adressé aux mêmes partenaires sociaux une aide de cadrage qu'ils sont obligés de respecter et veille scrupuleusement à la trajectoire financière. Donc allons au bout de cette logique-là. Laurent Berger l'avait dit en 2018 et 2019. Il avait dit, faites attention, parce qu'en changeant la nature des recettes du système d'indemnisation chômage, vous avez finalement changé la nature en termes de gestion et de gouvernance du même système. Et il avait raison. Parce qu'on change la nature des recettes, on change la nature d'un système. Et donc c'est ce sujet-là qui me paraît le plus important. On pourrait imaginer par exemple, ça fait partie des pistes en matière de réforme de la gouvernance, et donc là je vous livre celle qui a ma préférence, on pourrait imaginer que le Parlement
soit saisi à intervalles réguliers, tous les 3 ans, tous les 5 ans, avec toujours des possibilités de révision en cas de crise économique, évidemment, mais soit saisi à intervalles réguliers de l'assurance chômage, puisse voter une loi d'orientation en matière d'assurance chômage, définissant des grands principes d'indemnisation, définissant des grands principes d'accompagnement des demandeurs d'emploi, et qu'ensuite les partenaires sociaux soient chargés, dans le cadre de leurs prérogatives de gestion de l'UNEDIC, de la gestion du système, dans le respect des orientations fixées par le Parlement. Quand on parle d'État, on parle d'étatisation. Le rôle de l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement ou l'administration du ministère du Travail, ça peut être le Parlement. Adrien ? C'est la fin du paritarisme. Pas forcément, mais c'est aussi... Il est remis à la portion congrue, quoi. Non, pas forcément. C'est aussi tenir compte d'un système qui fait qu'aujourd'hui, une part croissante des recettes de l'UNEDIC sont des recettes qui sont d'ores et déjà votées par le seul Parlement au travers de la fiscalité. Adrien de Canon, l'AFP. Sur l'assurance chômage, Bruno Le Maire a parlé de la durée d'indemnisation des seniors. Est-ce que vous ne craignez pas que pour la cohésion sociale, ça puisse présenter un risque de s'attaquer à ça? Et est-ce qu'au-delà de ça, entre Le Maire et Macron, il n'y a pas une tension actuellement liée aux ambitions du premier pour 2027? Vous savez, moi, les commentaires sur 2027, moi j'en fais, mieux je me porte, et j'invite chacun à la modération. S'il y a un domaine dans lequel l'austérité est une bonne politique, c'est celui des commentaires. Donc ça me va mieux comme ça. Sur la question des seniors, le fait que la durée d'indemnisation des seniors soit majorée par rapport au reste de la population, c'est une disposition législative que je rappelais tout à l'heure. Et revenir, supprimer purement et simplement la majoration de la durée d'indemnisation nécessite un document d'orientation adressé aux partenaires sociaux, une négociation. Il serait assez surprenant que les partenaires sociaux tombent spontanément d'accord sur une suppression de cette majoration et donc, en cas d'échec, une loi qui soit soumise au Parlement. Est-ce qu'il faut purement et simplement supprimer la majoration de la durée d'indemnisation des seniors? Je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui, la durée moyenne d'inscription auprès de Pôle emploi, France Travail désormais, des seniors est plus de 2 fois supérieure à la durée moyenne d'inscription des demandeurs d'emploi en général. Donc on voit qu'il y a une difficulté. Par contre, et pour répondre à la totalité de votre question, ce qui nuit à la cohésion sociale, ce ne sont pas les réformes sur la question de l'indemnisation. C'est le fait qu'on soit dans un pays où le taux d'emploi des seniors est 15, 20 points, parfois 25 points inférieur aux pays voisins, et dans un pays où beaucoup de règles, beaucoup de dispositifs sont aussi pensés pour écarter du marché du travail les salariés les plus âgés et ne pas envisager leur retour dans l'emploi. Là où on a un paradoxe, et j'essaie d'être rapide, Ludovic, mais là où il y a un paradoxe, c'est le taux de chômage des seniors est inférieur à la moyenne. Par contre, le taux d'emploi des seniors est très 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 inférieur à la moyenne. Ça signifie qu'on a un système qui s'organise pour que, par des pré-retraites qui disent plus ou moins leur nom, on évacue du marché du travail les plus âgés, qu'ils soient en activité lorsqu'ils en sortent, lorsqu'ils sont au chômage, lorsqu'on les maintient dans d'autres systèmes et d'autres types d'indemnisation. Et c'est ça le vrai problème de cohésion sociale. Et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur le niveau de production par habitant. François Gervais, Horizon Politique. Pour réduire la dette, le maire propose de réduire les dépenses sociales et plus particulièrement les collectivités locales. Alors, parce qu'ils disent qu'il y a du grain à moudre sur les collectivités locales, mais les pauvres elles ne sont pas en général favorisées. Comment voyez-vous sur les collectivités locales des économies à faire? Je pense qu'il y a des économies à faire partout et le secteur des collectivités est un des secteurs qui a été le plus aidé. Je me souviens de la période de 2014 à 2017, années pendant lesquelles, et j'étais dans la majorité, les dotations baissaient. Depuis que le président de la République a été élu, les dotations sont maintenues en fonctionnement et augmentées en investissement et considérablement augmentées en investissement. Donc l'engagement de l'État auprès des collectivités n'a jamais été aussi fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et les comptes des collectivités, c'est à la fois le signe que l'État est présent, mais aussi le signe que les collectivités sont globalement bien gérées, sont des comptes qui sont à l'équilibre. À l'équilibre parce que la loi dit que les sections de fonctionnement doivent l'être, mais à l'équilibre aussi parce qu'on voit que sur les comptes de dépôt au Trésor, les sommes déposées par les collectivités atteignent des niveaux records par rapport à il y a 5 ans et par rapport à il y a 10 ans. Donc regardons tout cela le plus posément possible. J'ai vu les dernières analyses faites ici ou là disant mais sur les 10 milliards, est-ce qu'il y en aurait 3 ou 4 sur les collectivités? Tout ça, c'est juste pour faire peur aux enfants. Moi, ce que je sais, c'est que les dotations sont stables, que les dotations d'investissement augmentent et que les modèles de compensation, pour le coup, j'étais avec Gérald Darmanin à Bercy lorsqu'on les a mis en place,
mais les modèles de compensation de la taxe d'habitation sont des compensations qui sont intégrales et par ailleurs indexées et donc régulièrement actualisées, ce qui n'avait jamais été le cas précédemment. Annabelle et puis Pierre. Annabelle Roger pour l'hémicycle. Vous avez pris des responsabilités au sein du parti Renaissance. Le président de la République a, pas plus tard qu'hier soir, appelé à la mobilisation. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre avec tous les partenaires de la majorité et notamment pour retourner la tendance des sondages dans le cadre des élections européennes où c'est quand même assez mal parti pour vous? Peut-être d'abord un mot pour dire qu'effectivement j'étais jusqu'à présent... Et je suis toujours président de Territoire de Progrès, j'étais aussi secrétaire général délégué de Renaissance, où je m'occupe toujours des fédérations départementales et de la structuration dans les territoires. Le président de la République m'a demandé de m'investir plus, je le fais, et donc je suis devenu secrétaire général exécutif auprès de Stéphane Séjourné, et nous assurons ainsi tous les deux une forme de permanence de décision, et une présence accrue, politique, mais accrue au sein du siège. Dans les sujets dont je vais m'occuper plus particulièrement, au-delà de la campagne des européennes et du fait de veiller que tout l'appareil du parti soit bien mobilisé pour la campagne, il y a aussi des sujets sur la préparation du congrès de Renaissance, puisque le premier congrès de Renaissance est prévu pour la fin de l'année, et puis des sujets à moyen terme sur la préparation des prochaines échéances, notamment les municipales, pour voir comment on peut d'ores et déjà travailler à identifier des chefs de file, à identifier une forme de stratégie. La priorité reste la campagne des européennes. Nous avons une tête de liste qui mène campagne. Je suis extrêmement heureux que ce soit Valérie qui soit notre tête de liste. Et heureux parce qu'on a fait le choix d'une jeune femme qui bosse énormément au Parlement européen. Et puisqu'on élit des députés européens avec une volonté d'influence de la France à Bruxelles et à Strasbourg, je préfère avoir comme tête de liste celle qui bosse le plus et qui porte la voix de la France. Et elle le fait. On me dira, et vous me direz peut-être, elle est moins médiatique. Si on avait fait le choix de quelqu'un de très médiatique, vous nous auriez dit... vous ressortez toujours les mêmes visages, vous ou d'autres, et en tout cas on a fait le choix du travail et de l'expertise européenne. Et puis on a fait un autre choix que je souligne parce qu'il me tient beaucoup à cœur comme ardéchois, comme élu local, c'est que lorsque vous comparez le parcours de Valérie Hillier avec le parcours des autres têtes de liste dans ces élections européennes, elle a une caractéristique, c'est que c'est la seule qui a été candidate et gagné une élection uninominale. Avant d'être députée européenne, elle était conseillère départementale, vice-présidente de la Mayenne en charge du budget et des ressources humaines. Et ça lui donne une expérience locale que je trouve très très bénéfique, y compris pour des fonctions européennes comme elle exerce. Nous travaillons évidemment à la constitution d'une liste, avec des profils là aussi, soit installés, soit nouveaux, mais qui soient les plus performants possibles. Et puis dans les prochains jours, les prochaines semaines, bien évidemment, au-delà de la plateforme programmatique de Renew au niveau européen, au-delà de ce que nous avons déjà dit en matière de bilan et d'actions que nous voulons continuer, nous allons développer des actions et des messages plus programmatiques. Il y a des choses que nous avons déjà dites, y compris parce que le président s'est exprimé. Le fait de dire qu'après l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, nous souhaitons l'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux européens. C'est un engagement politique qui est très fort. Et pour accompagner tout cela, évidemment, il faut la plus grande mobilisation. Et la plus grande mobilisation, c'est de mobiliser tous les visages connus de la majorité, de mobiliser tous les parlementaires, parce que dans une élection qui est une élection de mobilisation, parce que souvent caractérisée par une abstention importante, les meilleurs spécialistes de la carte électorale d'une circonscription, ça reste les députés de la circonscription. Et donc, il faut mobiliser absolument tout le monde pour que nos électeurs, en priorité, évidemment, enfin, toute notre base électorale, ait bien conscience que le 9 juin, c'est important, qu'il n'y a qu'un tour, le 9, et qu'il faut aller voter. C'est quoi l'enjeu de ces élections? C'est de parler du projet européen, de montrer qu'il y a différents projets qui s'affrontent, ou est-ce qu'il faut assumer aussi une dimension un peu nationale? Ces élections arrivent pas tout à fait à mi-mandat, mais presque, avec le risque d'un vote sanction ou d'une sorte de référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut assumer, y compris la dimension nationale, pour inverser la tendance, ou en tout cas peut-être limiter l'écart avec le Rassemblement national? La nationalisation du scrutin européen, c'est une habitude de chaque élection européenne. Ce n'est pas forcément une bonne habitude. Et donc, il faut pouvoir revenir sur des sujets européens. Nous, on fait une campagne européenne. Et on fait une campagne à la fois sur le bilan de notre groupe et notre délégation au Parlement européen. Et les projets que nous allons défendre, les propositions que nous allons faire, seront des propositions européennes et uniquement européennes. Nous ne sommes pas là pour faire un programme qui ne relève pas du Parlement européen. Mais ça n'est pas antinomique du débat national.
Parce que, il faut le souligner, et c'est ce que nous nous employons à faire en ce début de campagne, les votes exprimés par les députés européens au Parlement européen disent aussi beaucoup de ce qu'ils feraient s'ils étaient en responsabilité nationale. Et quand vous n'êtes pas capable de voter une seule résolution en faveur de l'Ukraine, et plus largement quand vous n'êtes jamais capable de voter une seule résolution contre Vladimir Poutine et contre le régime russe, ça dit beaucoup de ce que serait votre politique étrangère si vous étiez en responsabilité à Paris. Et donc, mettre à jour les contradictions et parfois les impostures des uns et des autres au Parlement européen, en soulignant les conséquences que cela aurait si ces mêmes individus, ces mêmes personnes avaient des responsabilités nationales, c'est le propre d'une campagne. Et ça n'empêche pas d'avoir cette volonté et cette garantie pour nous de faire campagne sur un projet européen et purement européen. Nous n'allons pas promettre dans cette campagne des choses qui ne relèvent pas du Parlement européen. Nous allons faire des propositions que sur le plan européen. Pierre. Pour poursuivre la question de Ludovic, Pierre Duquesne de Contexte, le début de la campagne a été marqué par une stratégie de votre camp de cibler le Rassemblement national. Or, on peut voir que dans les premières études d'opinion, depuis que la campagne est entrée dans une phase plus active, on n'a pas l'impression que ça ait un effet sur l'écart qui est pointé avec la force d'extrême droite. Quel est votre regard sur cette stratégie? Ça, c'est ma première question. Et puisque vous parliez de la plateforme programmatique pour les européennes, est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous savez quand vous allez aboutir sur ce terrain-là? Et troisième question, si je peux me permettre. Hier soir, vous avez eu une réunion aussi sur les européennes à l'Élysée avec vos partenaires de la majorité. Est-ce que, j'imagine que vous n'allez pas nous présenter ici la liste complète, mais est-ce que, en tout cas, la clé de répartition entre les forces de la majorité a été déterminée? Voilà, entre Renaissance et les autres forces qui concourent. Le programme, c'est pendant quelques jours, quelques semaines, et la liste, vous verrez bien. Donc, il y a des discussions, et c'est très normal. Quand je lis ici ou là des papiers disant qu'il y aurait des tensions, non. Et il y a des équilibres, on les connaît, sur les équilibres de 2019, donc je ne vais pas rentrer dans de l'arithmétique ici, mais il n'y a pas de difficulté. Le seul enjeu, c'est d'avoir la meilleure liste possible, la plus représentative de l'ensemble des territoires et la plus équilibrée, la plus construite possible. C'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de savoir plus 1, plus 2, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne liste. Et nous travaillons pour que dans quelques semaines, cette liste puisse être publiée. Il n'y a pas d'urgence. Nous sommes encore en avance sur le programme qui était le nôtre en 2019. Et l'essentiel, c'est que cette chose soit bien faite et dans le bon ordre. Sur la stratégie ou le positionnement, je ne répète pas ce que j'ai dit avant, mais il faut faire ce qui a été fait. Et il faut continuer à le faire parce que derrière les affirmations des uns et des autres et du Rassemblement national en particulier, il y a des impostures. Et donc il faut démasquer ces impostures. Et pour ce qui concerne les sondages, il faut toujours avoir un peu de temps pour voir s'il y a de l'effet. Dire cela, ça ne veut pas dire que je vous dis que souligner les incohérences des uns et des autres suffit à mener une campagne. Et donc évidemment, mais nous avons encore 90 jours devant nous, évidemment, la partie programmatique est très importante parce que c'est sur la partie programmatique que vous faites de l'adhésion. Mais aucun regret si c'est votre question. Au contraire, je pense qu'il faut continuer à souligner quand il y a des incohérences, quand il y a des lacunes. Quand je vois le tête de liste du Front National dire devant les petites et moyennes entreprises qu'il veut porter à 3 ans le délai de mise en conformité des instances de dialogue social des entreprises lorsqu'elles franchissent un cap et qu'il faut que le président de la CPME lui rappelle que c'est déjà 5 ans, ça montre que tout ça n'est pas très solide. Donc chacun sa méthode. Nous, c'est de construire un programme et d'avoir des candidats qui sachent exactement pourquoi ils sont engagés et ce qu'ils sont en capacité de faire. Christelle. Bonjour, Christelle Bertrand, la Dépêche du Midi. Vous soulignez tout à l'heure la nécessaire mobilisation des parlementaires dans la campagne européenne. Lors du premier meeting à Lille, ils n'étaient pas très nombreux à être présents. Je voulais savoir dans un premier temps comment vous analysez ce peu d'engouement pour la campagne européenne. Si vous l'analysez comme une espèce de trou d'air de la majorité actuellement, et est-ce que... un moyen de redynamiser le groupe parlementaire passerait par une restructuration, et notamment de l'aile gauche, dont on entend parler depuis quelque temps, mais qui ne semble pas se mettre en place. Vous avez posé 3 questions qui relèvent de 3 racontards, donc je ne vais pas plus... Qui relèvent, pardon ? De 3 racontards, donc je ne vais pas plus m'étendre que ça. Les parlementaires sont mobilisés. On avait un meeting à Lille, et ce meeting venait après une semaine complète de présence à Paris, y compris pour le congrès qui s'était tenu à Versailles. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est que les parlementaires soient mobilisés sur le terrain, et c'est le cas, donc il n'y a pas de trou d'air. Et je ne sais pas quelle forme de restructuration pourrait
améliorer quelque campagne que ce soit. Donc ce qui compte, c'est ce qu'ils font sur le terrain, ce sont les meilleurs experts de leur circonscription. Adrien, à nouveau. Oui, à nouveau. Sur les européennes, est-ce que l'UDI sera éventuellement sur votre liste? Et par ailleurs, beaucoup de vos collègues nous parlent de Glucksmann avec une vraie crainte sur cette montée au centre-gauche. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de réponse sur ce côté-là du centre-gauche, qu'il y a une vraie menace là qui vous prenez? Moi, je pense que les sondages à 3 mois ne valent pas grand-chose et que ce qui compte, c'est la dynamique de campagne. Monsieur Glucksmann, il est tête de liste de Place Publique et du Parti Socialiste, et donc il est tête de liste d'une union qui ne se départit pas de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon. C'est facile de soutenir Mélenchon en 2022, de se dire européen en 2024. C'est facile de dire qu'on est indépendant quand 3 semaines précédemment, l'ensemble des députés socialistes ont signé une motion de censure avant même que le Premier ministre ait fait sa déclaration de politique générale. Donc il assume ses contradictions et on sera aussi là pour les pointer. Quant à l'UDI, le président Hervé Marseille s'est exprimé et ses expressions vont dans le bon sens. Donc les choses avancent bien. Ils ont, je crois, un conseil national en fin de semaine. Je vais les laisser décider avant de faire quelques commentaires que ce soit. Est-ce que l'un des enjeux de ces élections européennes, c'est aussi de montrer qu'il y a, c'est peut-être l'heure d'une forme de fin de naïveté réelle ou supposée sur toute une série de sujets, pour en prendre un parmi d'autres, sur l'équilibre notamment, on l'a vu avec la crise agricole, entre les enjeux de l'agriculture, les normes environnementales. Est-ce que, au niveau international, est-ce qu'il faut que l'Europe montre qu'elle n'est pas naïve sur ces sujets-là, la France aussi d'ailleurs? Est-ce qu'on est à un tournant? Il y a une discussion, d'ailleurs en ce moment même, je ne sais pas si elle est terminée ou pas, sur le CETA au Sénat qui était en cours ce matin. Est-ce que c'est l'un des enjeux, pour répondre notamment au Rassemblement national, est-ce que c'est l'un des enjeux de ces européennes? Je crois que ça fait longtemps que la naïveté a disparu, donc ça c'est plutôt rassurant. Il y a des sujets sur l'environnement qu'on oppose régulièrement à l'agriculture, ce qui me paraît une erreur. Mais c'est des sujets aussi sur lesquels on ne peut pas se permettre de faire des impasses, parce que ça conditionne le futur, ça conditionne tout simplement la capacité à vivre. Donc essayons de ne pas trop les mélanger. Là où peut-être qu'il faut aller plus loin en matière de sortie de naïveté et d'affirmation de l'Europe, c'est sur les mécanismes de protection de frontières, avec notamment les mécanismes de protection contre des pays qui sont très concurrentiels, très compétitifs, parce que beaucoup moins disons en matière environnementale, et ça renvoie au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui gagnerait certainement à être renforcé. Moins naïf peut-être, si on reprend le terme de naïf, mais vous avez compris que je ne partageais pas totalement, sur la capacité à accompagner le développement de certaines filières économiques ou industrielles. Hier, le hasard fait, et pardon pour ceux d'entre vous qui travaillaient sur des chaînes d'information, je ne regarde quasiment jamais la télévision et donc les chaînes d'information. Le hasard fait que je suis tombé sur un passage dans lequel on voyait Joe Biden dans l'Arizona annoncer qu'il apportait 20 milliards de dollars pour accompagner une filière industrielle de microprocesseurs. Les États-Unis mènent aujourd'hui une politique économique extrêmement agressive en la matière, et sous couvert de plans de lutte et de réduction de l'inflation, c'est en réalité une politique davantage compétitive qui est mise en place par les États-Unis. Donc c'est sur ce genre de sujet qu'on doit, je crois, être plus affirmatif, et que l'Europe doit retrouver aussi sa capacité à garantir à elle-même et à l'ensemble des États membres une plus grande souveraineté, une plus grande protection, plus que sur des sujets environnementaux. Et un mot sur le CETA, j'attends moi aussi, comme vous, le résultat. C'est malheureusement la démonstration qu'un sujet international et un sujet, un outil positif pour la France peut être l'objet d'une querelle politique, pour ne pas dire d'une prise d'otage. On est face à un accord qui, en l'espace de 5 ans, a permis de multiplier par 3 l'excédent de la filière agricole française dans les échanges avec le Canada, et qui a permis d'augmenter de 30 ou 33% les excédents commerciaux globaux de la France avec le Canada. Donc on a un outil qui est favorable à l'économie française, et singulièrement, puisque le débat se fait sur ce sujet-là au Sénat, à l'agriculture française. Le remettre en cause est quand même une forme d'incompréhension, à minima. Et là aussi, le président Marseille a eu des mots très justes, c'est vous dire la convergence qui s'établit. Hervé Marseille. Oui. Sauf s'il y a d'autres questions sur l'Europe, peut-être revenir un petit peu sur l'emploi, parce qu'on dit beaucoup que tout est prioritaire, l'éducation, la sécurité, l'agriculture. Il y a une constante, en tout cas depuis 2017, pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer d'atteindre le plein emploi.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui, alors que la baisse du chômage marque un peu le pas, est-ce que vous diriez que cet objectif reste atteignable et à quelles conditions? On évoquait aussi tout à l'heure les négociations entre partenaires sociaux qui patinent un petit peu en ce moment. Hein, la date, l'échéance des négociations qui était prévue fin mars a été reportée à ce stade plutôt début avril. Quelles sont les conditions, quelles sont les réformes nécessaires pour essayer d'atteindre cet objectif s'il l'est? Est-ce que ça passe par aider plus ceux qui doivent l'être et aider moins ceux qui ne font pas les efforts nécessaires? Est-ce qu'il faut assumer, comme semble vouloir le faire le gouvernement, de mettre la pression sur ce sujet-là, y compris sur les demandeurs d'emploi? D'abord, l'objectif, à mon avis, reste atteignable. Peut-être moins rapidement que ce qu'on aurait souhaité du fait de la conjoncture, mais reste atteignable. Et ce qui est sûr, c'est que si quiconque considère l'objectif comme non atteignable, là, je peux vous garantir qu'il ne sera pas atteint. Et donc ça doit rester la priorité absolue, pour plusieurs raisons. Je ne reviens pas sur ce que je disais sur le volume de production, mais vous avez compris, pour moi, c'est l'enjeu majeur des 10, 15, peut-être 20 ans qui viennent. Et puis aussi sur une raison de cohésion sociale et de solidarité, parce que le travail permet l'autonomie et permet le revenu. C'est la meilleure arme anti-pauvreté. Le travail à temps plein. Parce que souvent on me dit, mais le travail peut aussi appauvrir. C'est pas la question de l'accès au travail, c'est la question du volume de travail et de la capacité à accéder à des temps pleins et à ne pas subir du temps partiel. La pression est déjà là. Les textes que j'ai portés le permettent, mais pour moi c'est une pression saine. Quand on dit que les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi qui connaissent la plus longue durée d'indemnisation doivent être accompagnés à hauteur de 15 heures par semaine. Je ne reviens pas sur le débat de la personnalisation, de la prise en compte des difficultés des familles monoparentales, des personnes en situation de handicap, mais l'idée globale reste la même. C'est une pression saine et c'est une pression utile. Et je pense que ce qu'il faut faire en termes de priorité ou d'action, qu'il faut continuer, parce que ça paye, donc il faut continuer, c'est le soutien à l'activité. Parce que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi, c'est aussi bête que cela. Donc c'est le soutien à l'activité et l'investissement. Et pour les demandeurs d'emploi, puisqu'il en reste, et ils sont nombreux, c'est la question de la formation. Formation, insertion. Lever des freins, mobilité, santé, logement. Insertion, c'est l'accompagnement des plus éloignés, parce que lorsque vous avez été en rupture avec le monde du travail pendant des années et des années, c'est compliqué, il n'y a rien d'évident à avoir un retour. Il faut avoir en tête que 42% des allocataires du RSA sont de manière permanente ou régulière au RSA 7 ans après leur première inscription, ce qui correspond quand même à une rupture énorme dans une vie humaine. Et donc il faut continuer à faire cela et continuer à former, mais à former de manière qualifiante. Je prends un exemple parce que c'est une politique qui marche et qu'il faut le souligner. Nous avons un outil qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences, dont la première génération s'est achevée fin 2023, la deuxième génération commence en 2024. Les conventions avec les régions, parce que c'est porté par l'État avec les régions, sont en cours de signature. Ce sont des formations réservées aux demandeurs d'emploi. Jusqu'à la fin de l'année 2023, ces formations étaient réservées aux demandeurs d'emploi de longue durée, et à condition que ces demandeurs d'emploi aient une formation initiale inférieure au bac. Dans les modifications que j'ai apportées avec la loi Plein Emploi et France Travail, j'ai dit d'abord que c'était ouvert aux demandeurs d'emploi ayant une formation initiale inférieure à bac plus 2, parce que ça permet d'apporter des formations qualifiantes à des jeunes qui ont le bac, jeunes ou moins jeunes, mais des gens qui ont eu le bac et qui se sont malheureusement plantés en première année ou en deuxième année d'études supérieures, et il y en a, on les retrouve dans les missions locales et les contrats engagement jeunes. Et j'ai dit aussi que pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, allocataires du RSA et âgés de plus de 55 ans, il n'y avait aucune formation, aucune condition de formation initiale pour avoir accès à cela. Parce que quand vous avez une rupture de plusieurs années, quand vous avez en plus une problématique de handicap, et quand vous êtes durablement éloigné de l'emploi à plus de 55 ans et avec une formation initiale qui en a 30, vous avez très souvent, pour ne pas dire systématiquement, besoin d'une formation qualifiante à de nouvelles compétences. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? D'abord pour élargir le champ des publics prioritaires et répondre à l'état du marché du travail, mais aussi parce que ça fonctionne. Un demandeur d'emploi qui suit une formation dans le cadre du PIC a un taux de retour à l'emploi qui augmente de 9 points. Un demandeur d'emploi senior qui suit une formation dans le cadre du PIC a un taux de retour à l'emploi qui augmente de 17 points. Donc si ça marche, faisons-le. Et continuons à porter cet objectif-là le plus haut et le plus fort possible. Ça s'appelle le plan d'investissement dans les compétences. Le PIC, il a 2 volets. Un volet national avec des formations et des offres de formation portées par l'État et mises en œuvre par France Travail, avec aussi des appels à projets pour
des publics très spécifiques nécessitant des interventions particulières. Et puis il y a un volet régional qui fait l'objet d'une contractualisation entre l'État et chaque région. Dans la première génération, 2018-2023, l'État avait contractualisé avec toutes les régions sauf 2, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, enfin Sud. Et là, les premières conventions sont signées pour 2024 et les discussions sont en cours avec quelques régions, dont les 2 que je viens d'évoquer. Sur 2018-2023, c'est un peu plus de 9 milliards d'euros que l'État a débloqué sur ses propres fonds pour financer des demandeurs d'emploi. Et nous avons multiplié par 2,5 le nombre de demandeurs d'emploi ayant accès à une formation chaque année. Donc c'est aussi ce qui explique la baisse du chômage de longue durée et la baisse tout court du chômage. Pierre Bouchon. Oui, il y a un projet de loi simplification qui est annoncé dans les prochaines semaines qui doit arriver à l'Assemblée. J'avais 2 questions à ce sujet. La première, c'est il y a dans les propositions qui avaient été remises par les députés pour alimenter ce projet de loi, il y avait la proposition de changer les seuils pour l'application des normes dans les entreprises, notamment sur le dialogue social, etc. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Et la deuxième question, c'est ce texte est essentiellement piloté par Bercy, alors qu'on voit qu'il y a une composante sociale assez importante. Est-ce que vous avez l'impression que Bercy reprend en main la question du travail, vous qui êtes l'ancien ministre du Travail? Il y a, a priori, mais ça relève du gouvernement et je ne participe pas à ce choix, donc je suis prudent, mais il y aura plusieurs véhicules législatifs. Il y a un texte de simplification, mais il y a aussi des discussions qui sont ouvertes et que nous avions ouvertes entre partenaires sociaux sur l'emploi des seniors, sur les parcours et les trajectoires professionnelles, ainsi que sur le compte épargne-temps individuel. Et si ces accords aboutissent, et je forme le vœu qu'ils puissent aboutir, notamment celui sur l'emploi des seniors, parce qu'en plus de son intérêt sur l'emploi des seniors, il a aussi un autre intérêt qui serait de documenter la convention UNEDIC qui a été signée début décembre, mais qui n'est pas agréée, parce que justement pas suffisamment documentée par le texte. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir aboutir. Si ces accords aboutissent, il faudra les transposer. Et qui dit transposition, dit un texte spécifique au travail. Et je pense que les sujets qui ont été évoqués, notamment sur les seuils en matière d'instances représentatives du personnel, sont des sujets qui relèvent du travail plus que de l'économie. Et s'il y a 2 textes, ça permet de faire en sorte que chaque objectif soit porté par les bons ministères. Oui, on pourrait dire d'une certaine façon que l'État participe à l'objectif du plein emploi dans la mesure où le nombre des fonctionnaires qui étaient censés être diminués aurait plutôt tendance à augmenter. Comment résoudre ce dilemme alors, puisque d'un côté il faut faire des économies, donc on pense souvent à sinon réduire le nombre de fonctionnaires, au moins réduire le nombre d'embauches, enfin le non-renouvellement, et puis ce souci de maintenir l'emploi. Comment vous trouvez la solution à ce dilemme ? Je ne sais pas si c'est un dilemme. Je pense que pendant très très longtemps, on a donné beaucoup trop d'importance à cette question du nombre d'emplois des agents publics. Et qu'on a eu très souvent, alors il y a toujours des efforts à faire, il faut rationaliser, mais très souvent du mal à ne pas répondre à des besoins. Et souvent les besoins sont légitimes, donc ça nécessite aussi qu'il y ait du personnel pour les mettre en place. Et on a trop souvent considéré que cette question du nombre d'emplois des agents publics était l'alpha et l'oméga d'une politique de maîtrise de la dépense. Et en réalité, je ne crois pas que ce soit le plus important en matière de maîtrise. Là aussi, j'illustre d'un chiffre. Lorsqu'en 2017, le président de la République avait dit que son objectif était d'atteindre, non pas la suppression, mais le non-remplacement de 50 000 départs à la retraite dans la fonction publique d'État, ça avait suscité beaucoup de débats et beaucoup de réactions. En réalité, si vous regardez ce que représente budgétairement 50 000 postes par rapport à la masse salariale totale des agents publics de l'État, c'est 0,5%. Donc je ne crois pas que ce soit totalement à la maille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que... C'est 0,5% chaque année, puisqu'en fait, quand on embauche un fonctionnaire, on l'embauche pratiquement... C'est pour ça que je dis que c'est important de le faire. C'est sur le temps et sur le temps long pour garder des marges. Mais il ne faut pas dire que la question de la réduction ou non du nombre d'agents publics est la réponse aux difficultés budgétaires que nous rencontrons. Elles ne sont pas du même ordre et pas de la même importance. Par contre, ça m'a amené une conviction, mais ça c'est peut-être une conviction plutôt de praticien, plutôt que de praticien de l'administration, plutôt que de parlementaire. C'est qu'on gagnerait à ne plus forcément gérer ces choses-là en nombre d'emplois, mais plutôt en crédit budgétaire. Si je vous dis demain je supprime 50 000 emplois,
vous avez 50 000, vous avez plein de personnes, plus de 50 000, qui se demandent si leur tête va rouler. Si je dis au chef de service de l'État, vous avez 5 ans pour diminuer la masse salariale de vos services de 0,5%, vous atteignez exactement le même résultat d'un point de vue budgétaire, mais c'est quand même beaucoup moins anxiogène. Ça s'accompagne d'une nouvelle modalité de gestion qui n'existe pas aujourd'hui et qui consiste à aller encore plus loin en matière de déconcentration des actes de ressources humaines et de dire finalement, est-ce qu'on doit enfermer nos chefs de service de l'État dans une gestion des effectifs avec des tableaux d'effectifs qui leur disent qu'ils ont droit à X catégorie A, X catégorie B, X catégorie C, ou est-ce qu'on leur fait confiance en leur donnant une masse budgétaire à gérer et en les laissant libres dans le temps, parce que tout ça est une question de flux et de départ et d'arrivée, mais en les laissant libres de choisir plus facilement les qualités, les caractéristiques des agents qu'ils vont recruter pour mettre en œuvre la politique dont ils ont la charge. Mais ça serait aller beaucoup plus loin en matière de déconcentration et je le souhaite pour les questions de ressources humaines. Il y a un texte qui va marquer, qui est très, très attendu et qui va marquer les débats dans les prochains mois à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi sur la fin de vie dont le président a fixé les contours il y a une dizaine de jours. Le texte a été transmis au Conseil d'État, on l'attend en Conseil des ministres, a priori début avril. Catherine Vautrin était dans le groupe Renaissance cette semaine pour expliquer, répondre aux questions des députés du groupe Renaissance. On sait qu'il y a un certain nombre de députés qui sont très très favorables à ce texte-là, un certain nombre qui s'interrogent aussi sur le curseur exact de ce projet de loi qui transcende les clivages traditionnels. Vous, votre point de vue sur ce texte-là, quel est-il et comment est-ce que vous sentez le groupe, la majorité sur ce thème-là qui, encore une fois, transcende les clivages partisans parce que ça touche aux valeurs, à l'intime? D'abord, le débat qui a eu lieu en réunion de groupe était un débat qui était très intéressant et très, très posé, très respectueux. Et je forme le vœu que ça dure d'abord, mais aussi que ce soit le cas dans l'hémicycle avec l'ensemble des groupes et l'ensemble des parlementaires. Sur le texte, ma première réaction est de dire enfin. Enfin parce que je suis très favorable à cette réforme sur l'accompagnement et le droit de mourir dans la dignité. J'ai déposé, co-signé des propositions de loi, des amendements depuis que je suis parlementaire, depuis pas forcément la première année, mais depuis 2009 ou 2010, j'ai signé mes premiers textes en la matière. Donc je suis content que ça puisse aboutir, de la même manière que j'étais dans un ordre d'idées très différent, mais j'étais très content il y a maintenant 2 ans que la question de la PMA puisse aboutir, j'étais très content en 2013 qu'on puisse faire aboutir le mariage pour tous, donc ça fait partie des sujets sur lesquels je suis engagé depuis longtemps et donc heureux. Après il y a évidemment des interrogations qui se font jour, qu'il faut respecter. J'espère que le débat pourra apporter des réponses, rassurer ceux qui s'inquiètent, et puis j'espère aussi qu'on va pouvoir continuer à améliorer ce texte. Il y a des sujets qui méritent des discussions, sans forcément avoir, en tout cas pour ce qui me concerne, un avis totalement partagé sur chacun des sujets. Mais dans le désordre, lorsqu'on parle d'avis médical, ce qui est important évidemment, est-ce que c'est un avis médical qui est rendu par une formation collégiale? Est-ce que c'est rendu par un médecin unique? Certains vont vous dire, très favorables au droit à cet accompagnement pour mourir dans la dignité, que le risque avec un médecin unique, c'est que si le médecin est foncièrement anti-aide à mourir, il va bloquer. À l'inverse, on peut aussi considérer que la collégialité protège, parce qu'elle permet de partager, elle permet, surtout si on garde le secret de la délibération, elle permet de ne pas personnaliser une décision. Parce qu'on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, une famille puisse considérer que la personne, malgré vraiment toutes les conditions, tous les garde-fous que la loi prévoit, n'aurait pas dû accéder à cette possibilité. Si vous avez un avis unique, c'est rapide de personnaliser, de faire porter une décision sur une personne. Si c'est collégial et par ailleurs avec une délibération secrète, c'est aussi beaucoup plus protecteur. Il y a des questions qui se posent sur les directives anticipées, ce que le texte ne prévoit pas, puisque le texte dit que la question du discernement est essentielle au moment de la demande comme de l'acte. Et donc évidemment, ça n'est pas forcément compatible avec une directive anticipée dans laquelle vous diriez à vos proches que vous souhaitez être aidé à mourir si vous avez tel ou tel critère, et notamment un critère d'inconscience ou de paralysie totale. Et puis, vous avez d'autres questions, notamment une qui a été posée par un député de la majorité que j'ai trouvé à la fois intéressante parce qu'on n'est pas sur la directive anticipée, mais on est sur la mise en œuvre. Que se passe-t-il si vous avez tout votre discernement,
que vous demandez à être aidé à mourir parce que vous remplissez tous les critères, une maladie incurable, des souffrances réfractaires physiques ou psychologiques absolument insupportables, mais qu'entre le moment où vous faites la demande et le moment où vous pouvez mettre en œuvre cette aide à mourir, c'est quelques jours, quelques semaines, votre état s'est suffisamment dégradé pour que vous ayez perdu le discernement que vous aviez au moment où la demande a été déposée et même peut-être acceptée. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là? Et puis enfin, d'autres débats sont apparus. Moi, ma position personnelle est plutôt d'aller le plus loin possible en la matière. Mais d'autres débats sont apparus sur des cas très particuliers. Que se passe-t-il lorsque une personne souffre de manière psychologique ou physique, de manière insupportable, récurrente, réfractaire, mais n'a pas un diagnostic de maladie incurable et donc avec un diagnostic vital engagé. L'exemple qui a été soulevé par un député du groupe, que j'ai trouvé là aussi très très pertinent, c'est que se passe-t-il pour une personne qui est en tétraplégie, qui va souffrir, enfin, c'est à minima une souffrance psychologique énorme, mais la tétraplégie ne signifie pas un diagnostic vital engagé ou le caractère incurable de la maladie ou de l'état, je ne sais pas comment le dire. Et donc il y a des questions qui se posent comme cela, et je pense que si le débat qui va avoir lieu en commission spéciale et au Parlement permet d'apporter à ces réponses, et moi je suis très attaché par exemple à la question des directives anticipées, on aura un bon débat. Il faut qu'il soit le plus sobre et le plus digne possible. François et puis Stanislas. Oui, le débat sur la fin de vie va se jouer aussi sur les soins palliatifs. Madame Vautrin a dit que la Corrèze avait eu son soin palliatif, il en manque 20. Pendant combien de temps on va attendre ces unités de soins palliatifs? Qu'est-ce qui empêche? Ça fait au moins 10 ans que la France n'a pas... Une partie des Français n'ont pas leurs soins palliatifs. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le projet de loi prévoit aussi d'aller plus loin et plus fort en matière de soins palliatifs. Après, je vous dirai des bêtises si je sors des chiffres, donc je reste prudent. Mais ça fait évidemment partie des priorités. Et il faut, compris d'ailleurs, quand une personne demande à être aidée à mourir, quand une personne demandera à être aidée à mourir, il faut aussi que dans la réponse apportée par les médecins, par son environnement, il y ait une réponse de soins palliatifs. Et que la personne qui fait cette demande puisse se voir proposer, quand ça n'est pas déjà le cas, un accès à des soins palliatifs. Mais je ne sais pas répondre sur le rythme et le budget, parce que je ne l'ai pas en tête. Il y a eu un début de polémique à propos d'une proposition de loi d'une députée Horizon qu'il avait ouverte à la signature de tous les députés de tous les groupes. Et donc qui a recueilli des signatures de députés RN. Du coup, certains Renaissance se sont retirés, d'autres se sont ajoutés. Quelle est la doctrine, en fait, au sein du groupe, et quelle est, selon vous, la doctrine à avoir sur cette question de l'arc républicain? Est-ce qu'on co-signe des amendements? Est-ce qu'on valide des amendements? Est-ce qu'on co-signe des propositions de loi? Est-ce que c'est clair pour vous? Pour le groupe, ce n'est pas à moi de m'exprimer. Je ne suis pas président de groupe, donc je garderai cette réponse. Pour ce qui me concerne, je ne signe pas avec des parlementaires que je ne considère pas républicains. Voilà. Ni amendement, ni proposition, ni tribune. On peut discuter, on peut débattre, on peut même se respecter avec des désaccords absolument majeurs, totaux, définitifs, mais je ne mélange pas ma voix et mon nom avec les voix du Front National, pas plus que je les mélange avec les voix de LFI. Une dernière... Oui, Pierre, peut-être. Ah pardon, j'avais pas vu que tu avais une question aussi. Ah, tu as une question? Non. Je voulais revenir un peu sur les questions budgétaires. Vous qui êtes ancien ministre des Comptes publics, est-ce que vous pensez qu'on peut faire l'impasse sur un projet de loi de finances rectificative? Et si oui, comment expliquer qu'on a du mal à avoir un éclaircissement sur le fait qu'il y en ait un à l'été ou pas? En fait, tout ça est prévu par les textes et le gouvernement a la possibilité, c'est pas constitutionnel mais c'est organique, le gouvernement a la possibilité de prendre des décrets d'avance et les crédits concernés par les décrets d'avance ne peuvent être supérieurs à 1,5% des crédits totaux engagés par l'État en loi de finances initiale. Et donc quand vous prenez un décret d'avance, j'en ai pris au moment du Covid, à la fois pour ouvrir des crédits mais aussi pour en fermer. Mais quand vous prenez un décret d'avance, vous ne pouvez pas
agir sur une somme qui dépasse ces 1,5%. 1,5%, c'est un tout petit peu moins de 12 milliards d'euros. Et donc le décret d'avance, il représente 10 milliards d'euros. Donc la réponse, est-ce qu'il faut un PLFR ou pas, ça dépend si on a besoin ou pas d'un décret d'avance. Ça, c'est le ministère du Budget qui vous le dira. Mais d'un point de vue organique, il y a une limite qui est donnée au décret d'avance à l'échelle d'une année budgétaire. Et donc si vous allez au-delà de la limite, il faut nécessairement un PLFR. Dernière question peut-être, parce qu'on a légèrement dépassé déjà le temps qui nous était imparti. Il y a une proposition de loi qui a récemment été adoptée pour renforcer la sécurité, la protection des élus locaux, en durcissant les sanctions en cas de violence envers les maires, les élus locaux. Il y a une autre proposition de loi, deux textes d'ailleurs, au Sénat, à l'Assemblée, qui sont en préparation sur le statut de l'élu local. Sur la première proposition de loi, est-ce que vous considérez que c'était nécessaire pour mettre fin à un certain nombre de dérives d'actes qu'on a vues ces dernières années? Sur l'autre texte, statut de l'élu local, à quoi peut-il, à quoi doit-il servir? Est-ce que ça doit pouvoir permettre de favoriser l'engagement dans la vie politique? Est-ce que c'est aussi une façon de retisser le lien distendu entre les élus et les Français? Et comment est-ce que vous voyez autour de ces sujets-là la question du cumul des mandats qui a ressurgi la semaine dernière à l'occasion d'une proposition de loi du groupe Horizon qui voulait revenir en partie assez significativement, mais en partie sans retourner jusqu'au député maire, qui voulait revoir les règles de non-cumul? Sur la proposition qui a été adoptée sur la sécurité et la protection des élus, elle était nécessaire. Et les dispositions qu'elle porte sont utiles, notamment sur justement la protection, sur le fait de renforcer les sanctions lorsque délibérément des individus s'en prennent à un élu ou à des élus. Donc tout ce qui est dans le texte sorti de la CMP me paraît de très bonne loi et c'est utile. Et c'est utile parce qu'on est dans une période où la société est peut-être violente et elle peut aussi être violente avec les élus, que ce soit les élus locaux, les parlementaires ou les membres du gouvernement d'ailleurs. J'ai pu le mesurer. Sur les deux propositions de loi qui sont portées, une au Sénat et une à l'Assemblée, de ce que j'ai vu, tout me paraît aussi être nécessaire, en tout cas utile au débat public. Favoriser l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les élus, favoriser l'accès au mandat électif pour les personnes soit étudiantes, soit en situation de handicap. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça fait partie de faciliter d'accès à un mandat pour des personnes qui ne sont pas installées dans la vie active ou au contraire pas retraitées, c'est très bien. Faire en sorte que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit élargi aux élus d'opposition, puisqu'il y a eu un élargissement et voire une automaticité de la protection fonctionnelle dans la PPL adoptée, mais plutôt pour les élus titulaires d'une délégation exécutive. Le faire pour tous les élus, c'est bien aussi, parce que ça permet de protéger des élus d'opposition qui, à un moment ou à un autre, peuvent être pris à partie simplement parce qu'ils exercent leur mandat. Et donc tout ça est très bien. Ça peut paraître triste de devoir prendre de telles dispositions pour ce qui concerne la protection, mais c'est nécessaire. Et puis après, tout ce qui permet d'améliorer le statut de l'élu et de leur permettre de valoriser ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font, et donc de préparer leur retour à une vie que je vais qualifier de civile, mais en tout cas une vie hors mandat, ça va dans le bon sens. Il y a trop d'élus qui, à la fin de leur expérience politique, électorale, se retrouvent en grande difficulté parce qu'on considère que 10 ans, 15 ans, 20 ans maire ne serait pas qualifiant pour occuper telle ou telle fonction dans le privé, alors qu'il y a évidemment des passerelles. Et sur le cumul, ma réponse elle est simple et très personnelle. Pendant 10 ans, j'étais député et maire. Et j'aimais bien ça. Donc je ne peux pas être contre le cumul. Je pense qu'on a payé en 2014, collectivement, des cumuls très excessifs des années précédentes. Et peut-être qu'on aurait dû, mais avant 2014, dire que lorsqu'on est parlementaire, lorsqu'on est élu en général, on a le droit d'exercer 2 mandats ou fonctions, puisque pendant très longtemps, la règle avant 2014, c'était 2 mandats, mais sans limitation des fonctions. Et les présidences d'intercommunalité étaient considérées comme des fonctions et non pas comme des mandats. Et donc vous pouviez être député ou sénateur, maire, président d'intercommunalité, et ajouter quelques vice-présidences ou présidences de syndicats intercommunaux. Ça fait beaucoup. Si vous dites 2 mandats et 2 fonctions, c'est pas mal. Après, je crois qu'il faut qu'on regarde cela, mais qu'on le regarde en essayant d'éviter les effets de seuil. La proposition de loi du groupe Horizon, au premier regard, je la trouve intéressante. Et ensuite, au deuxième regard, vous voyez que vous pouvez être
Par exemple, pour ce qui me concerne, dans le cadre de cette proposition, je pourrais être député et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas député et maire d'une commune de 500 habitants. Je ne sais pas ce qui est le plus engageant en termes de temps entre maire d'une commune de 500 habitants, 2000 habitants et vice-président d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a toujours des effets de seuil. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, vous pouvez être député et conseiller régional d'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous ne pouvez pas être député et conseiller délégué aux anciens combattants dans une commune de 1000 habitants, parce que c'est la fonction exécutive qui est interdite de cumul avec un mandat parlementaire. Donc évitons ces effets de seuil, mais un peu d'ancrage territorial, ça fait du bien. Merci à tous, merci Olivier Dussopt et bon après-midi à tout le monde.